En fait, dans les techniques que je travaille en accompagnement et puis même pour moi, pour créer, j'utilise deux principales techniques qui sont des sources d'inspiration pour moi, qui sont la chromothérapie, donc la thérapie par les couleurs, et la totem thérapie quand on va à la rencontre de ces symboles. Et j'adore les symboles en général, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'inspire énormément en termes de création. Et alors sur la chromothérapie, il y a plein de choses qui existent, hein, j'ai rien inventé, mais je suis basée sur une constatation scientifique qui m'a beaucoup inspiré moi, qui est le principe qu'en fait notre œil capte les couleurs grâce aux cônes qui sont dans notre œil. L'objet que l'on regarde va renvoyer en fait une vibration. Ton œil va la capter. Selon le positionnement de la lumière, en fait, ton œil va la capter et va capter cette onde vibratoire de cette couleur qui va renvoyer à certaines zones de son cerveau et qui va du coup activer des émotions. Hello Julie et bienvenue sur Salut. Edward. Bah écoute, merci de me rejoindre en ce début de matinée, hein. Je suis vraiment Fraîchement. très heureuse de t'avoir parmi nous. Merci, je suis ravie d'être là. Et pour ceux qui arrivent sur ce podcast, ben, je vous présente Julie de Artisanat, qui va rapidement nous expliquer ce qu'est Artisanat et la vocation qu'il y a derrière Artisanat, le message qu'il y a derrière. Tout à fait. Eh bien, enchantée. Je suis trop contente d'être là, même si c'est le matin, je suis pas forcément hyper réveillée. Mais je suis ravie. Et donc, Artisanat est un studio créatif à la recherche de l'apaisement mental que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'un an et qui a pour but de créer un pont entre santé mentale et création et de montrer à tout le monde qu'on peut facilement accéder à la création et que au-delà de ça, ça fait du bien. Donc je suis artiste et coach par les arts. J'accompagne des personnes en surcharge mentale ou émotionnelle à s'apaiser par la création grâce à ce studio artisanat où j'expérimente beaucoup de choses, beaucoup de supports créatifs, de médiums artistiques et je développe des protocoles d'accompagnement par l'art, par la création, que ce soit de l'art vivant ou de l'art brut. Voilà. On a eu l'occasion de discuter ensemble et notamment sur le sujet de la création. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué que tu m'avais dit en fait que le fait de mettre certains types de couleurs pouvait changer notre humeur de la journée. Et j'aimerais que tu nous en parles. Tout à fait. En fait, dans les techniques que je travaille en accompagnement et puis même pour moi, pour créer, j'utilise deux principales techniques qui sont des sources d'inspiration pour moi, qui sont la chromothérapie, donc la thérapie par les couleurs, et la totem thérapie quand on va à la rencontre de ces symboles. Et j'adore la symbolique. Les symboles en général, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'inspire énormément en termes de création. Et alors sur la chromothérapie, il y a plein de choses qui existent, hein, j'ai rien inventé, mais je suis basée sur une constatation scientifique qui m'a beaucoup inspiré moi, qui est le principe qu'en fait notre œil capte les couleurs grâce aux cônes qui sont dans notre œil. L'objet que l'on regarde va renvoyer en fait une vibration. Ton œil va la capter. Selon le positionnement de la lumière, en fait, ton œil va la capter et va capter cette onde vibratoire de cette couleur qui va renvoyer à certaines zones de son cerveau et qui va du coup activer des émotions. Chaque couleur, chaque onde vibratoire va pas renvoyer à la même zone et c'est ce qui explique que tu vas adorer ou absolument détester une couleur. Ça va générer une émotion en toi et sécréter les hormones en conséquence de cette émotion. Donc tu vas réagir à cette couleur. Et ce que je trouve passionnant, c'est de comprendre ce que chaque couleur génère comme émotion en nous, ce que ça nous fait, et de travailler en conscience cette couleur dans la création ou dans le coaching ou dans le développement personnel. Et moi, j'accompagne sur intégrer ces couleurs en création. Donc souvent, ce sont des prétextes créatifs, parce que les gens, quand je leur fais faire quelque chose, me disent, ben, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dessiner. Donc en fait, moi, je les amène à toujours savoir quoi faire, soit parce qu'on va travailler cette couleur-là, qui est une couleur qui va leur faire du bien, qui va éveiller des émotions positives, ou alors qui est une couleur qui, au contraire, nécessite de travailler des émotions qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer
Et on va aller gratouiller notamment, je travaille beaucoup avec les couleurs des chakras. Et je viens sonder comment est l'énergie de ce chakra grâce à cette couleur-là. Et on vient scanner et dire, il y a peut-être besoin de travailler ce côté-là ou pas, d'ailleurs. Donc en gros, voilà, j'incite les gens à conscientiser la couleur autour d'eux au quotidien. Moi, je fais plein de vidéos sur mon compte Insta de tenues. Donc là, tu vois, par exemple, ça y est, il fait froid, c'est l'hiver, j'ai mis du rouge pour me réchauffer, plein de couleurs. En même temps, c'est des couleurs douces. Je les ferai vraiment conscience de l'énergie que j'avais envie de mettre aujourd'hui dans ma journée. Et après, effectivement, en création, on vient ancrer dans tous les sens du terme, mais cette fois-ci avec un E, on vient l'ancrer sur le papier, l'émotion, l'énergie de cette couleur pour qu'elle vienne nous faire du bien en fait et qu'elle vienne résonner en nous. Voilà. Emmène-moi sur le process créatif via les chakras, en fait. Comment ça se passe? Moi, je viens de voir, par exemple, et, mais je ne sais pas sur quel chakra je dois travailler. Ou alors, est-ce que je viens de voir et je sais exactement sur quel chakra j'ai besoin d'agir? Alors, c'est très intéressant comme question, madame. C'est justement ce que j'ai développé. En fait, moi, je me suis intéressée plutôt au principe de sonder les sets. Soit tu es hyper consciente de ce genre de choses et c'est génial, et tu viens me voir en me disant chakra racine, l'ancrage, c'est la merde, faut faire quelque chose. Et là, dans ces cas-là, je vais venir t'accompagner sur tout ce qui est pratique artistique d'ancrage, vraiment pour ancrer tes racines dans le sol. Soit effectivement, moi, ce que je fais dans les séances de coaching et d'accompagnement, donc c'est un programme pour l'instant sur 6 semaines. La première séance, c'est une séance de 2 heures de questions qui déjà me permet d'établir tes besoins. Et qui me permet de construire le programme pas à pas pour toi spécifiquement sur toutes les techniques artistiques qui répondent à ton besoin. Et la chromothérapie et l'établissement d'une couleur qui va être en travail à ce moment-là vient sur une des séances où on commence par 20 minutes de méditation que j'ai écrite sur scanner tes 7 chakras. Donc on parcourt ensemble chacun des chakras, chacune des couleurs, chaque univers, ce qu'il te génère, ce qu'il te fait, comment tu t'y sens. Et ça nous donne un peu le tempo, on va dire, de ton énergie à ce moment-là. Et tu vas, toi, en revanche, seulement, c'est ton choix, décider de travailler sur l'un ou sur l'autre parce que c'est celui que tu as envie de réchauffer, qui te fait du bien et tu sens que tu as envie de lui donner un petit peu plus de puissance. Ou en revanche, il y en a un qui est assez faible et qui tu sens qu'il aurait besoin d'être travaillé, on peut aller sur celui-là. En général, les gens, ils n'ont pas très envie d'aller vers ce qui est en peine, on va dire. Et au final, ils y vont toujours. C'est ça qui est chouette. Parce que tu sens que c'est là qu'il y a peut-être besoin d'équilibrer. C'est le principe d'équilibre. T'en as un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Un chakra qui est trop fort, c'est pas forcément bon non plus. Et on vient réajuster et trouver un juste équilibre sur toutes ces couleurs, ensuite par des activités créatives. Est-ce qu'il peut t'arriver que sur plusieurs semaines, euh, tu puisses avoir des personnes qui travaillent sur le même chakra, comme si l'humanité à un moment donné se réveillait et se disait oh, là j'ai besoin d'être ancré, ou alors là j'ai besoin de travailler sur le chakra gorge, tu vois? Moi, j'ai plutôt l'impression, oui, complètement. Euh, mais dans ces cas-là, ça va être vraiment du long terme. Euh, C'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose qui... Alors, je te partage ma propre expérience parce que c'est la plus parlante. C'est la première fois que j'ai fait ça. Je l'ai faite avec ma psy, qui a été formée au chamanisme et qui m'a fait un voyage au tambour à la rencontre de mes 7 chakras et des couleurs des 7 chakras. J'ai kiffé le truc. Sauf que, arrivé à la gorge, de la gorge au troisième, à celui Coronal. du coronal, c'était noir. Je voyais rien. Et je suis partie d'ailleurs plutôt en angoisse à l'idée d'être complètement dans le noir. Le bilan, c'est que je lui ai dit, mais c'est comme cata, je vois plus les couleurs à partir de là, quoi. Et bon, bien évidemment, elle m'a rassurée en disant non, c'est pas du tout cata, mais c'est hyper intéressant de constater que tu as les 3 chakras du bas qui sont quand même bien, le cœur, ça va, et là-haut, il n'y a plus rien. Et qu'il y a peut-être quelque chose à travailler sur tout le côté communication. C'était les couleurs bleues, pas fan.
Ce qui est rare, parce que le bleu, c'est la couleur consensuelle que tout le monde aime, mais moi, pas ouf. Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à activer, à conscientiser, à me dire putain, c'est hyper intéressant. Effectivement, il y a peut-être des trucs qui. Et sur des années et des années, c'est un peu resté ma base de travail. À ce moment-là, j'étais en thérapie, donc il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées, peut-être inconsciemment, mais avec le recul, en regardant un petit peu en arrière le travail qui a été fait, je me rends compte que j'ai énormément travaillé sur ces sujets-là qui correspondaient à ces 3 chakras du haut, qui étaient la communication, la clairvoyance, la confiance en soi, la spiritualité pour tout ce qui est coronal. Et ça a mis ce temps-là. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce scan-là, il est sur un moment T d'émotion. Et je vais te refaire la même méditation 15 jours, un mois après. Ça va pas être du tout la même énergie. Et à l'inverse, tu vas changer. Tu vas avoir un autre chakra qui va être peut-être un petit peu plus fade et l'autre beaucoup plus lumineux parce que justement tu l'auras conscientisé. Donc ce qui est génial, c'est que c'est vraiment le tempo de ton émotion à l'instant T. Mais c'est aussi un travail de long terme de conscientisation. Je trouve que c'est tout le travail du développement personnel et de la thérapie en général, c'est que tu commences à être conscient de tes émotions, de ce que les choses te font, de ton interaction aux autres, et ben, petit à petit, en fait, il y a un travail très inconscient qui se fait, tu vois, sur la durée, en fait, t'étires un petit peu le temps, mais tu mets le doigt sur des sujets qui petit à petit deviennent, bah, tiens, quoi. Mais du coup, je suis en train de me poser la question, est-ce que finalement, tous les jours quand je m'habille, est-ce que quand je mets du bleu, c'est parce que je suis plus vers les chakras du haut et aujourd'hui, par exemple, du rouge, est-ce que je suis plus sur l'ancrage? Est-ce que instinctivement, quand on s'habille tous les jours, sans le savoir, et même les personnes qui n'ont pas conscience de leur chakra, le font en se disant, enfin, sans se dire, mais inconsciemment, aujourd'hui j'ai besoin d'ancrage, donc je vais mettre ça en fait. Bah, Et ça peut. c'est très inconscient, mais je pense que oui, tu mets une couleur parce qu'elle te fait du bien, de base. Parce que t'en as envie. Parce que ça te plaît. Tu vois, j'espère. En tout cas. Mais voilà, inconsciemment, tu le fais parce que ça te fait du bien. Après, si on le met au contexte, aujourd'hui, là, ce matin, t'enregistres un podcast, tu es celle qui interroge, t'as besoin d'être en stabilité, t'as besoin d'être ancré. Le rouge est très cohérent. Tu l'as fait peut-être très inconsciemment, mais c'est un super choix. Et regarde, j'ai aussi mis du rouge. Tu vois, c'est ouf. Et à l'inverse, c'est génial, l'application, elle nous met des feux d'artifice en vidéo. Ce que j'ai dit, c'est ouf. Non, ah non, c'est pas prévu. Et à l'inverse, le rouge n'est pas forcément une couleur qu'on va conseiller euh, dans certaines situations d'interaction parce que c'est une couleur qui peut être très énergisante, très énervante pour certaines personnes. Mais toi et moi, on les porte en touche. Tu vois, c'est pas. J'ai pas un pull tout rouge. Et toi non plus. Et puis c'est plus des couleurs qui tendent vers le rose. Euh, si j'ai une réunion importante qui est déjà sur un fond de tension, je porterai pas de rouge. Et là, pour le coup, je vais le conscientiser. Parce que ça peut avoir vraiment un effet interactif avec la personne d'en face et qui peut générer de la colère, qui peut générer de l'énervement très inconsciemment pour le coup. C'est une couleur qui énerve, qui vient chercher de la sensation forte, c'est de la couleur de la sexualité, voilà, de l'expression forte, au-delà des principes d'ancrage, c'est une couleur qui peut énerver quoi. Dans Et notre si je vais sur le société, principe, si je vais sur le principe des entretiens où c'est très, tu sais, il faut s'habiller en noir, en blanc, qu'est-ce que ça dit de la personne qui s'habille tout en noir avec une petite touche de blanc? Parce que là, du coup, je ne sais pas si ça s'accorde pas avec les chakras en fait. non, là, dans ces cas-là, ce sont t'as des habitudes, tu vois, vestimentaires. Comme on se le disait la dernière fois, tu as aussi des codes vestimentaires. Est-ce que c'est un code imposé par ta société qui fait que tu dois avoir une tenue? Et là, je pense que la majorité des gens ne se conscientisent jamais et pas du tout la manière dont ils s'habillent. Ils le font par mode, par goût. Mais en général, souvent, c'est parce que c'est une couleur qui leur fait plaisir. Tu vois, au-delà du fait du bien, fait plaisir. Mais c'est la constatation de plusieurs de personnes qu'on a sur Insta qui travaillent avec la colorimétrie plus que la chromothérapie. Moi, je le travaille vraiment dans le côté bien-être. La colorimétrie travaille dans
ce qui te va et te met en valeur, on va dire, si je simplifie. C'est que globalement, on est dans une société qui vit en noir et blanc, qui est de beaucoup moins colorée qu'à une certaine époque, qui a fini par couper les couleurs des codes sociétaux, pardon, des voitures, des appareils ménagers, de la vaisselle. Et je trouve que ça y est, on est dans une époque là, depuis 4-5 ans à peu près, qui remet la couleur à la mode, parce que c'est vraiment des effets de mode. Mais je trouve que c'est toujours une question de curseur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré, par ce que j'ai lu et voilà, la culture que je me suis faite autour de la couleur, que le blanc et le noir faisaient partie intégrante des couleurs. Ce sont des couleurs de contraste qu'on utilise, moi j'utilise énormément en peinture. Tu en as besoin pour amener souvent du contraste dans ce que tu crées, parce que sinon tout est très à plat. Et pour moi, dans le côté très relatif au bien-être, je trouve ça génial de l'associer à notre vie et qu'on a besoin de ce contraste-là. Le noir, moi j'ai appris à l'appréhender, à l'apprivoiser, à l'apprécier. Quand je te disais que je voyais tout noir là-haut, que c'était source d'angoisse, petit à petit, avec toutes les pratiques que j'ai travaillées, j'ai appris à me mettre en méditation, en revanche, dans le noir. Au début, je me visualise dans le noir parce que c'est une couleur qui est très de retour à soi, très introspective, très proche, très intime, qu'on n'est pas obligé de voir comme quelque chose d'angoissant, mais au contraire qui te permet de te retrouver, de te ressourcer. Et aujourd'hui, moi, c'est réconfortant de me voir et de me visualiser d'abord dans du noir avant d'être dans une pleine puissance de couleurs qui parfois peut être fatigante aussi, très énergisante. Et le blanc, c'est pareil, c'est la douceur, le calme, le neutre, la neutralité. Et parfois, on a besoin aussi de cette neutralité, de cette douceur. Et les gens qui sont très attirés par la lumière, le blanc, le beige, ça dit quelque chose d'eux aussi. Ça dit quelque chose de leur envie, de cette douceur qui les entoure au quotidien. Et le noir aussi dit quelque chose d'eux. Euh, Pas forcément de négatif, tu vois. Ça fait partie de ton univers et de ce qui te fait du bien. Donc, est-ce que petit à petit, tu vas t'ouvrir à d'autres couleurs? Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais voilà. Mais c'est marrant parce que ça me renvoie à une époque où, quand j'étais jeune, donc je grandissais plus que mes amis, forcément, j'ai toujours été très grande. Donc je fais 1m81,5. Mais l'idée pour moi, c'était de m'habiller en noir pour ne pas être vue. Surtout, il ne fallait pas que j'ai de signes même sur les vêtements parce qu'il fallait que je m'efface un peu. On me rappelait tellement que j'étais grande, que machin. Donc je me suis dit, je vais me cacher. Et donc pour moi, le noir, c'était une façon de se cacher. Donc j'étais tout le temps en noir. Et quand je suis arrivée en Angleterre, donc j'ai fini le lycée, j'arrive en Angleterre, on me demande, mais pourquoi tu t'habilles tous les jours en noir? Et là, je leur dis, bah, c'est parce que je suis grande, donc pour pas qu'on me voie. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ah bon, t'es grande? Ça a tout changé. Ah ouais. Ça a tout changé. Le lendemain, je portais des couleurs. Ah, c'est Et je peux te génial. dire ah, mais je peux te dire que depuis, et tu vois, je pense que c'est aussi la manière dont on veut associer la couleur et à ce qu'on ressent en fait. Bien Et sûr. en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais c'est C'est ça. exactement ça. Mais c'est génial. C'est ça. Ouais, C'est effectivement. Et la perception, enfin, l'importance qu'on donne du regard des autres sur nous. Et finalement, quand du moment où tu fais fi de ça, mais c'est pas à l'adolescence qu'on arrive à faire fi de ce genre de choses, parce qu'on est en train de se découvrir et que, au contraire, on suit des codes pour rentrer dans la société, parce qu'on a besoin de ce sentiment d'appartenance. À nos âges, j'espère qu'on est un peu plus sage et qu'on s'est un peu mieux trouvé soi-même. Et en tout cas, c'est tout ce que je fais dans mes accompagnements, c'est d'aller un peu plus à la rencontre de soi-même pour accepter, embrasser ces choses-là et de dire, bah, en fait, c'était mon parcours. J'ai eu besoin de passer par là pour me connaître et renvoyer quelque chose aux autres. Parce que là, en fait, toi, tu as eu un message extérieur qui disait, mais t'es pas si grande que ça. Et puis alors, en plus, en Angleterre, niveau couleur, tu fais ce que tu veux, hein. Les codes anglais, ils sont géniaux pour ça. ils C'est sont trop bien. clairement. Donc, Tout à on l'heure, tu a... nous as parlé de quelque chose de très intéressant et j'aimerais qu'on aille dessus, c'est sur les totems. Oui. Donc déjà de ton voyage, je sais pas si je peux appeler ça un voyage chamanique,
voyage au tambour, déjà ça c'est excellent. Ouais. Ça m'a réveillé tellement de choses. Mais comment on en arrive à l'animal totem et comment on le découvre par la colorimétrie? Alors non, ce sont deux choses Non. différentes. Ok. Moi, je travaille la chromothérapie vraiment pour la puissance des couleurs. Et après, tout ce qui est totem est un autre sujet, enfin symbole. Moi, je travaille vraiment la symbolique, donc je vais à la rencontre de tes symboles. Donc ça, je me suis vraiment intéressée aux symboles du féminin, par exemple, tout ce qui est féminin sacré. Pourquoi ce sont des symboles qui nous parlent. euh, et ce sont toujours, encore une fois, des prétextes créatifs à aller dessiner ces choses-là parce qu'elles nous représentent en fait, comme un tatouage. Donc j'avais créé cette technique du dessin totem, qui en fait est un accord, un imbriquement de plusieurs symboles qui te correspondent, qui te représentent en fait, on va dire. Mais pour ça, je vais aussi travailler la numérologie. Donc, travailler les chiffres, quels sont les chiffres, les chiffres de ton année, de ta naissance, etc. Et en fait, alors j'en ai pas avec moi à te montrer parce que c'est des choses que j'ai offertes, mais je les ai sur mon compte Insta. Et c'est vraiment des créations souvent que je fais à l'aquarelle qui viennent représenter plusieurs symboles. J'en avais fait un pour ma maman qui était une main et dedans, tu avais imbriqué les chiffres de sa naissance et de son année et plein de petits symboles qui représentaient un peu tout ce que je voulais dire de notre relation à toutes les deux. Il y avait du soleil, il y avait la lune pour la féminité, il y avait ces chiffres, il y avait des feuilles pour tout ce qui est la nature, l'ancrage. Et c'était vraiment une main remplie de tous ces symboles pour que ce soit ça représentait notre relation. Pour te donner un exemple de ce que je travaille avec les symboles. Et pour ça, il faut aller les chercher. Donc, dans la même idée que la chromothérapie, je t'invite par une méditation à aller à la rencontre de ces symboles, donc pas par les chakras, mais par une méditation guidée. Et après, par moi, le fait que j'en ai cherché beaucoup et on va en discuter. Et après, tout ce qui est totem et animal, ça, je l'apprends aussi avec différentes pratiques que je fais, notamment, je me suis intéressée au chamanisme un petit peu. Mais le mec qui a écrit ça, c'est un Canadien qui a écrit la totem thérapie. Lui, il le travaille vraiment comme les Amérindiens sur le principe du totem. Mais le totem, c'est clanique. C'est-à-dire que c'est vraiment un symbole qui va représenter ton clan. Donc c'est collectif, c'est familial. Alors que les chamans, ils parlent beaucoup d'animal de pouvoir. Et l'animal de pouvoir, c'est ton animal de naissance. C'est ton alter ego et c'est celui qui te représente. Ça, moi, je le fais pas, parce que je suis pas du tout formée à ça. Je t'accompagne pas pour trouver ton animal de pouvoir. Ce que je fais, c'est que s'il y a des animaux qui te parlent, qui te sont venus dans des méditations, que tu as l'habitude de travailler ça et que tu les as vus, ce sont des animaux dans le chamanisme qui font partie de tous les animaux qui viennent dans ton entourage de vie. Alors il y a l'animal de lien familial, l'animal de ci, l'animal de ça. Si toi, tu as envie de le travailler, cet animal-là en création, on va travailler cet animal. Après, moi, je travaille aussi avec l'oracle du peuple animal. Si tu as envie d'avoir l'énergie de cet animal, on va tirer l'oracle. Tu vois, par exemple, ça va être des choses comme ça. Et on va aller embriquer cet animal, par exemple, dans ta création totem. Mais l'animal de pouvoir, ouais, faut faire appel à un chaman. Et il faut faire un voyage chamanique. Et ça, moi, je ne suis pas du tout formée à ça. Et je ne me lancerai pas là-dedans non plus. Mais je trouve ça chouette de connaître ces choses-là quand la personne, ensuite, elle fait de la multidiscipline. Et pour moi, ce ne sont que des prétextes créatifs géniaux. J'adore. Parce que derrière, quand tu sais pas quoi créer, ben d'un coup, pam, t'as une idée et tu dis, putain, je vais me peindre un renard aujourd'hui. C'est génial. Ouais. C'est génial. Et les symboles, justement, pendant la méditation guidée, c'est là que tu vas demander à la personne de prêter attention aux symboles. Donc ça peut être n'importe quel symbole, mais Ouais. les symboles sont amenés aussi à changer d'une thérapie à une autre. Si moi je viens de voir aujourd'hui, ça peut être cela, ce qui vont être liés à une partie de ma vie, qui vont... Ouais, donc finalement on est... Complètement. Et puis Ouais, ça dépend aussi, encore une fois, de ton énergie du moment. Tu sais, c'est comme un tatouage.
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'en sais rien, t'es focus, t'as vraiment envie de te faire tatouer un soleil. Parce que ça dit quelque chose de toi à ce moment-là, tu vois. T'as besoin de cette énergie-là, il symbolise quelque chose de fort pour toi, parce que c'est ta lumière, parce que c'est la lumière que tu renvoies, j'en sais rien, tu vois, c'est ton truc. Et peut-être que dans 6 mois, un an, bah, tu vas avoir envie, je sais pas, de te faire une lune ou une fleur, une rose, bah, voilà. Et c'est les gens qui sont pleins de petits tatouages, c'est ça en fait, c'est que à ce moment-là, à cet instant T, ils ont eu besoin de celui-là parce qu'il disait quelque chose d'eux, en fait. Donc je trouve que c'est ça, c'est exactement comme les couleurs, en fonction de ce que tu vis, en fonction de ton émotion du moment, et ben tu vas pouvoir permuter de l'un à l'autre et on dira pas la même chose, on trouvera pas la même chose et tu vas pas travailler sur la même chose. Et c'est ça qui est génial dans le côté de coaching par les arts, c'est que la création est absolument infinie puisqu'elle suit ton évolution et que tu n'es jamais la même qu'hier. Demain, tu seras quelqu'un d'autre parce que tu apprends tous les jours quelque chose de nouveau, t'en apprends un petit peu plus sur toi en fonction de ce que tu vis, de tes hauts, de tes bas. Et tu auras toujours quelque chose de différent à créer, puisqu'on ne fait qu'à, j'espère, on avance constamment sur notre chemin de vie. Mais j'ai envie de dire que ça suit plus que l'évolution, ça suit ton émotion en fait au final. Complètement. On vit à travers nos émotions et à chaque journée que l'on vit, on en a une différente et pendant la journée, on en a des différentes. Exactement. C'est juste Exactement. qu'il faut trouver celle qui revient le plus souvent et travailler sur celle qu'on veut faire sortir ou qu'on veut soigner. Je sais pas si ça soigne en fait de travailler la chromothérapie. Est-ce que ça soigne de travailler sur cette couleur en fait? Moi, je trouve que oui. Après, c'est tout le principe de l'art-thérapie. Aujourd'hui, quand tu te formes en art-thérapie, ce sont des formations longues de 3 ans de licence et ensuite 2 ans de doctorat. Donc, tu vois, on t'emmène dans tout ce qui est formation clinique et qui te mène à des métiers cliniques qui t'amènent à travailler en institution, en maison de retraite, en maladie mentale, cancérologie, beaucoup. Donc l'art-thérapie soigne. Ça, c'est sûr, il y a des études scientifiques qui ont été faites dessus, qui sont toujours faites dessus. Ensuite, la chromothérapie, elle est aussi utilisée en clinique pour tout ce qui est dépression lourde, maladie mentale. Ils vont mêler chromothérapie et luminothérapie, c'est-à-dire que tu sais, c'est toutes les lunettes qu'on te met et tu vas pousser une couleur en lumière et ça va travailler les zones de ton cerveau et notamment pour tout ce qui est dépression lourde, tu viens activer des côtés beaucoup plus lumineux justement par ces cures de lumière en fait qu'ils font avec les petites lunettes là. Tu l'as ça aussi pour... j'ai une copine qui l'utilise pour le sommeil, pour les troubles du sommeil. Tu utilises la lumière parce qu'on manque de lumière et donc de vitamine D. Bah, tu pousses de la lumière artificielle pour augmenter ta vitamine D, mais tu peux le faire en poussant une couleur. T'es pas obligé de mettre juste une lumière blanche, tu vois. Et tu vas mettre du rouge pour avoir... voilà. Donc tout ça, c'est travaillé scientifiquement et c'est bien prouvé que ça soigne. Tu as aussi un musée à Montréal, le musée des beaux-arts de Montréal, qui travaille sur des ordonnances muséales vraiment faites avec les médecins. D'autres, pareil, beaucoup tourné dépression lourde et maladies mentales. Ce musée-là, en fait, fait des ordonnances muséales pour emmener les gens au musée, puisqu'il y a des études qui prouvent que le beau, voir du beau au quotidien, voir du créatif, fait du bien à ta santé mentale, en fait. Pareil, c'est toute une question de cône, de captation des vibrations, des couleurs. Mais c'est pas que les couleurs, c'est là tu retrouves le principe de forme, pas forcément symbole, mais vraiment de forme. Parce qu'au musée, tu vas avoir des tableaux qui sont carrés, tu vas avoir des sculptures, tu vas avoir plein de choses, et tout ça, ça va te générer des émotions, et ça va travailler, ça va sécréter des hormones, donc tout ce qui est sérotonine, voilà, les hormones du bien-être, du bonheur, vont être sécrétées pendant ces études-là. Les études ont été faites pendant je vais y arriver, ton cheminement et ton parcours dans le musée. Et je trouve ça génial parce que ça prouve qu'on a besoin au quotidien de se nourrir culturellement, de se cultiver en termes de vision, de nourrir nos couleurs, de nourrir le beau.
Et ce qui est trop cool avec le beau, c'est que c'est personnel. Mon beau va pas être ton beau. Donc c'est une diversité énorme qui fait que bah, chacun peut aller chercher son beau. Par contre, c'est clair qu'on en a besoin. Et si on ne le nourrit pas, eh ben, on rentre dans ces états qui vont être un peu secondaires, où on s'oublie un peu, on ne cultive pas ce qui nous fait du bien. Et en fait, ce sont d'autres approches de thérapie, d'autres approches euh, de développement personnel, de connaissance de soi. Alors moi, je suis pas allée sur l'art-thérapie parce que c'était des formations longues et que c'était justement clinique et je trouvais que c'était enclavé. En France, on est très blanc ou noir. C'est dès que tu touches aux cliniques, c'est sûr qu'il faut que tu rentres dans les protocoles d'accompagnement et de machin, etc. Et ce que je trouve complètement normal, hein. Y a pas de problème là-dessus, c'est contrôlé et il faut que ça le soit. Mais du coup, c'est pas accessible. Donc c'est très compliqué et on n'est pas sûr derrière d'avoir du travail et ce sont des métiers, parce que moi je le fais en tant que bénévole à côté, ce sont des métiers qui sont extrêmement lourds au quotidien. Qu'il faut, quand tu deviens EduxP ou médiateur artistique, en médiation artistique, parce que justement tu été formé, tu as une base d'EduxP et tu es EduxP auprès de personnes en situation de handicap ou de maladie mentale, bah il y a des gens qui ne tiennent pas longtemps quoi. Parce que derrière, il faut être accompagné soi-même de ouf. C'est hyper dur. Et moi, je les admire. Et je suis vraiment reconnaissante qu'il y ait des gens comme ça qui existent. Moi, je le fais en bénévolat parce que je vois bien à quel point ça peut me toucher. Et c'est déjà beaucoup. Je suis hyper contente de le faire. Je suis admirative des personnes qui travaillent H24 là-dedans. Et moi, je voulais que, au contraire, rendre la création accessible à tous, en fait, et pas que aux personnes qui sont sujettes de maladies mentales, de maladies physiques graves, de cancer, et que toi et moi, dans notre quotidien, pour aller mieux, se connaître mieux soi-même, on ait accès à la création et de rendre voilà, accessible à tout le monde ce principe-là. Et j'avais envie vraiment de travailler ça, et donc je l'ai trouvé par le coaching, et qui est beaucoup plus... et donc voilà, je me suis formée plutôt au coaching pour rendre ça plus large. Euh, mais bon, ce sont deux approches très complémentaires. Mais c'est intéressant que tu parles de création parce que je pars du principe qu'on est des êtres créateurs, qu'on a une création, que nous sommes censés créer. Nous créons de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les jours, sans s'en rendre compte. Le fait de, bah, je veux pas, de se lever, d'aller se mettre en marche, c'est créé déjà. Et c'est important, je pense aujourd'hui en tout cas, de retourner à cet espace de création qui est le nôtre en fait, et de reprendre le pouvoir de cette création en fait. Donc je trouve ça déjà super bien que tu fasses ça. Et je pense que les personnes qui viennent te voir, j'espère en tout cas, ont besoin de se reconnecter à cette création-là. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de créer. Et notamment, justement, donc on parle toujours des couleurs depuis tout à l'heure, mais je trouve que le moment où on peut créer pour soi, enfin, on peut créer pour soi tous les jours, mais le meilleur moment pour moi, c'est l'été. Mhm. C'est l'été, quand il fait beau, quand il y a du soleil, on peut jouer avec les couleurs, qu'on peut s'amuser, on devient notre propre créateur. Et là c'est bon, encore plus flagrant. Et je trouve ça Mhm. beau. Et Ouais. j'aimerais qu'on s'amuse et que tu me dises si quelqu'un, alors je te parle d'un été, hein, mais quelqu'un s'habille en vert en été, qu'est-ce que ça dit de lui ou d'elle? Ah, plein de choses. Ah, j'ai trop de trucs à dire là-dessus. Alors, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors déjà, moi, je considère qu'on peut vraiment créer toute l'année parce que si tu fais attention aux saisons, tu vas avoir justement différentes envies par saison et je trouve qu'au contraire, l'hiver, alors l'automne, pour moi, c'est une source de créative énorme parce que justement, tu es dans les couleurs orange. Je trouve que c'est hyper inspirant ces couleurs-là. Moi, j'adore les travailler. Et surtout, je deviens mais d'une créativité en cuisine dans mes plats. Je fais vraiment bah, tout ce qui est légumes de saison, mais l'automne, comme tout est orange, enfin dans ces couleurs-là, tu vois, je travaille énormément cette couleur, mais parce qu'elle est présente naturellement en fait dans cette saison. Donc ce qui est chouette, c'est que tu vois, le printemps, c'est le vert, le jaune, l'éclosion. Donc en fait, à l'année, tu vas avoir des couleurs majoritaires, mais qui sont en fait des couleurs tout simplement présentes dans la nature.
Donc, tu suis naturellement ton cycle instinctif parce que c'est ce que tu manges, c'est ce que tu vas avoir envie de porter. Les couleurs, on va dire, des collections automne-hiver, c'est pas pour rien que tu as des couleurs des collections d'hiver et des collections d'été. C'est parce que ça correspond à ce que tu as autour de toi aussi dans ton environnement naturel. Tu es plus fleuri l'été, donc tu as plus de variations de couleurs, donc on va plus aller sur des couleurs vives, et l'hiver, les arbres fanent, les feuilles fanent, et on a plus envie des couleurs qui sont plus douces, plus introspectives, et qui sont justement appel au retour à soi et à l'introspection. Et c'est un super moment créatif aussi, parce que tu vas aller chercher d'autres choses, tu vois. Tu vas aller à la rencontre d'autres émotions. Là, par exemple, tu vois, je voulais faire depuis longtemps, mais ça demande énormément d'anticipation. Il y a des personnes qui tirent les cartes et qui prévoient leur année 2025 entre Noël et le Nouvel An, ou l'Épiphanie, je sais plus. Non, c'est entre le Nouvel An et l'Épiphanie, donc tu t'arrives à 7 jours. Non, c'est 12. Je te dis des bêtises. On recommence. C'est entre Noël et l'Épiphanie, ça fait 12 jours, normalement. Ça fait plus que ça. Je sais plus combien. Bref, faut que tu arrives à 12. Tu tires une carte par jour et ça te donne les 12 mois de ton année. Si tu veux faire un tirage comme ça, tu peux. Et moi, je l'avais fait en tirant celui du peuple animal. Et j'avais tiré une carte par jour et j'avais un animal par mois. Et je m'étais mis le défi de les dessiner tous les jours. Sauf que, comme moi, je fais pas les choses simples, c'est beaucoup d'heures de dessin. Donc, soit tu fais un dessin simple, soit en fait, j'avais jamais terminé parce que c'était des dessins compliqués. Mais j'aimais l'idée que c'était un prétexte, encore une fois, créatif. Si jamais c'est pas un animal, ça peut être un symbole, tu vois, et de dire, bon, ok, du coup, à la fin, j'aurai un dessin de chaque mois de mon année, avec au dos, je mets mes intentions. Je me suis posée pendant ces 10 jours, chaque jour, j'écris un petit peu, tu vois. Et on est sur une période beaucoup plus de retour au calme. Entre Noël et Nouvel An, on a mangé, on a vu beaucoup de monde, on a su être stabilisé, et là, pouf, tu te poses, tu vois. Exemple. Ça, c'était pour le côté période de l'année. Et après, un autre sujet qui me fait venir sur les couleurs, quand tu dis une personne porte beaucoup de ci, porte beaucoup de ça, il y a un sujet que j'avais abordé au début quand j'avais travaillé sur les couleurs, qui est la synesthésie. Est-ce que ça te parle? Pas du tout. La synesthésie, c'est une habilité de certaines personnes à visualiser ou ressentir certaines choses, se projeter, de manière à ce que d'autres personnes ne puissent pas le faire comme ça. Donc tu vas avoir soit des projections visuelles, sensorielles, ou même parfois au niveau de ton odorat ou de ton goût. Donc c'est l'activité extrasensorielle de tes sens. Tu vas avoir plusieurs sens qui vont se mettre en activité ensemble. Ça, c'est la synesthésie. Il y a peu d'études qui existent encore dessus, mais il y a les Canadiens qui bossent dessus. Tu as des artistes, tu as beaucoup d'artistes qui sont synesthètes et et des mathématiciens aussi, des mathématiciens qui voient les chiffres en volume dans leur tête. En fait, ils visualisent les chiffres qui dansent. Et il y a une époque où on ne parlait pas de cela parce que tu passais pour le fou du village. Et maintenant, on en parle de plus en plus parce que y a des grands mathématiciens. On essaye de comprendre comment est-ce que les choses leur viennent aussi vite. Pourquoi il y a des enfants qui naturellement calculent tout de tête et ont cette facilité, alors que le voisin, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont comme habilité euh, qui fait qu'ils ont cette facilité-là? Et en fait, petit à petit, dans les recherches, dans les études, il y arrive que parfois, ce soit des enfants qui voient les choses. Et il y avait eu un témoignage d'un enfant qui disait, en fait, je calcule vite parce que pour moi, 6, c'est 2, 3 qui dansent ensemble et quand ils s'associent, ils forment le chiffre 6. Des trucs comme ça. Et il y a l'artiste Billie Eilish qui parle de sa synesthésie vis-à-vis de la musique. Pour elle, ce sont les notes de musique qui dansent dans sa tête. Et elle les visualise en train de danser. C'est comme ça qu'elle compose. Elle avait fait toute une interview là-dessus. Pour parler des couleurs aussi, elle les voyait en couleurs, les notes de musique.
Ça, c'est de la synesthésie. Et le truc, c'est que comme on a beaucoup de sens et qu'on est toutes des personnes uniques, tu as des formes de synesthésie. Dans la dernière étude qui est sortie, je crois qu'ils en avaient plus de 200 possibles. Que ce soit par la sensation du toucher, de l'odorat, du goût, de l'ouïe, des musiciens qui travaillent en fait avec l'oreille absolue, mais également qui visualisent les notes, des ondes qui dansent, qui jouent. Et en l'occurrence, les synesthésies les plus communes sont sur les couleurs. Donc elles ont des noms, je pourrais te les ressortir, mais là je les ai pas en tête. Et moi, je visualise les gens en couleurs. Je l'ai toujours fait, mais sans le conscientiser, ça me paraissait normal. Sauf que quand tu parles pas à ton voisin de comment toi tu vois les choses, tu sais pas si ton voisin il voit pas les choses comme ça ou pas, et si c'était bizarre ou pas. C'est trop drôle. Et moi j'ai toujours vu les gens en couleur. Alors je les visualise pas, mais je les projette dans ma tête. Les gens ont une couleur. Et donc je vais voir ma voisine, elle est verte, alors que ma maman, elle est jaune. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Alors, la couleur peut changer. Je pense que c'est parce que moi, je définis cette personne par cette couleur parce qu'elle représente pour moi, en fait. Et donc, elle a une énergie et elle est en couleur. Et donc, quand tu dis à une personne qui porte beaucoup d'une couleur, moi, forcément, ça va influencer la manière dont je vais la voir de cette couleur, par exemple, tu vois. Toi, typiquement, aujourd'hui, tu portes du rouge. Je pense que pendant un bon moment, je vais visualiser en rouge. Tu vois, ça va m'influencer dans cette énergie-là. Mais tu nous parles du dessin. T'as toujours aimé dessiner? Ouais, j'ai toujours dessiné. Parce que tu viens pas du tout d'un milieu qui te permettait de dessiner, en fait. Bah, en tout cas, j'ai pas de formation artistique. Je pense que j'ai une maman qui a énormément voyagé et nous a énormément fait voyager. Et dans les voyages, à l'époque, bah, t'avais pas les téléphones portables, t'avais pas les Game Boy. Enfin, si on avait les Game Boy après, mais on avait toujours notre petite valise de dessin. Et dans les aéroports, dans les hôtels, dès qu'on avait à attendre, bah, je dessinais en fait. Donc je pense que ça vient de là déjà. Aussi parce que mes copines, pareil, on a été, les parents de mes copines sont artistes. Quand elles nous gardaient le mercredi, bah, c'était activité artistique. C'était normal. Et du coup, nous, on l'a gardé ça. Donc quand on se voit entre copines, on se fait un atelier créatif. Enfin, tu vois, c'est normal. Quand on se fait des cadeaux entre nous, on se fait un cadeau qu'on a fait nous-mêmes. C'est donc je pense que j'ai grandi là-dedans. Mon entourage est comme ça et je l'ai jamais perdu. Et quand ça allait pas, ben d'instinct, je revenais à la création. Et j'ai fait un burn-out et je suis revenue très fortement dans la création. J'ai vu ce que ça générait, à quel point ça me faisait du bien et plus je créais, plus j'en avais envie. C'était comme un cercle vertueux. Et je me suis dit, bon, ok, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je vais chercher. Je connaissais vaguement l'art-thérapie. J'ai commencé vraiment à creuser. Et en fait, plus je creuse, plus j'en découvre déjà sur moi-même. Et je me dis, bon, parce qu'en travaillant pour les autres, je travaille sur moi, forcément. Avec le coaching, tu développes des choses pour toi aussi. Et ce que j'ai expérimenté pour moi, je le propose aux autres. Donc, la création, ouais, ça a toujours été présente. J'adore la peinture. Je me suis toujours entourée de beau à mon sens. J'aime l'artistique. Ça me touche. Donc, je m'entoure beaucoup de ça, quoi. Mais c'est fou de voir à quel point on revient à nos premiers amours. Et nos premiers amours, c'est quand on était enfant. Donc toi, quand tu étais enfant, tu avais cette fibre artistique. On l'a tout enfant, hein. Mm. Mais moi, je pense que la manière dont j'avais besoin de créer, j'adorais créer, c'était en parlant. Et aujourd'hui, je fais des podcasts. Et toi, c'était par l'art. Et aujourd'hui, tu fais de la chromothérapie. Donc finalement, il y a du sens. Il y a un fil conducteur, un fil rouge dans notre vie qui fait qu'à un moment donné, si on refuse d'aller vers ce qu'on doit faire, en tout cas vers la passion, eh ben, ça nous rattrape quoi qu'il arrive. Ouais, complètement. Par le burn-out ou par autre chose, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va venir te rattraper. Et aujourd'hui, tu fais quelque chose qui te fait vibrer quelque part. Donc, tu es, clairement en résonance avec ta passion. Et ça, c'est. Il n'y a rien de mieux, je pense, Ouais, que de complètement. vivre pour ce qu'on aime. Complètement. Et toi, ton médium artistique, c'est la voix, et c'est hyper intéressant aussi. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, tu vois, dans ma formation, on avait 4 modules. On avait les arts graphiques, la voix, le mouvement et le théâtre.
Et le module sur la voix, j'ai trouvé que c'était le plus dur de tous. Parce que moi, je la travaille pas plus que ça. J'ai pas forcément, je chante pas, tu vois, j'ai pas eu l'habitude de le faire. J'ai beau être une grande pipelette, c'est pas pareil. Et la voix, en fait, c'est quelque chose de très intime. Et tu vas vraiment travailler un médium intime. Et tous les protocoles d'accompagnement que j'ai fait avec la voix, ça secoue sa mère. C'est wouhou, je le sens passer quoi. Parce que justement, ça t'est propre. Il n'y a rien qui t'est plus propre que ta voix, puisque c'est la manière dont tu t'adresses aux autres, c'est ton choix, c'est ton intimité et la manière dont ça sort. Et j'ai adoré découvrir, tu vois, ça et découvrir la puissance de la voix dans tous les sens du terme. On travaille l'adresse, la manière dont tu t'adresses aux autres par le théâtre, tu vois. Mais on travaille aussi tout ce qui est méditation sonore, où on se met en groupe. Les paysages sonores, ça c'est génial à faire, où tout le monde en fait cherche une tonalité en groupe. Et l'effet du groupe fait qu'à un moment donné, ça s'aligne. Toujours. Comme quand on part en méditation ensemble, à un moment donné, il y en a un qui porte plus les autres. Et ça part. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a fait réaliser la puissance de la voix. Et je pense que ça dit peut-être quelque chose de toi, tu vois, que tu aies choisi celui-là plus qu'autre chose, parce qu'en fait, tu te sens bien dans celui-là, dans ce médium artistique-là, le fait de travailler ta voix. Et c'est beau parce que c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de travailler. Non, mais moi, je l'ai repoussé pendant longtemps, ça, hein. Ouais, Je l'ai repoussé, je me suis dit non, mais j'ai la voix grave en plus. C'est te dire que le nombre de personnes qui m'appellent monsieur, que je suis obligée de reprendre. Non, moi, c'est madame. ah ouais, Non, mais j'adore. Non, mais j'adore. C'est pas grave en fait quelque part. C'est que oui, tu vas avec. ouais, voilà. Et puis ça fait partie de moi. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais cette voix-là et au final, bah aujourd'hui, je l'utilise comme ça. Et il fallait que Mm, j'utilise pour quelque chose qui a du sens, pour interviewer des personnes comme toi qui font des choses mm, aussi intéressantes, qui reviennent à soi surtout, mm. à soi, mais pas que pour soi, aussi pour les autres. Ouais, Et donc pour moi, c'était important d'utiliser, parce que ma voix, j'ai eu l'occasion de l'utiliser à plusieurs reprises, hein, je peux dire, pour des choses parfois, bon. Et ouais, je me suis dit, si je dois aller vers les podcasts, c'est pour faire quelque chose qui a du sens. ouais, S'il n'y en a pas, ça servira à rien, en fait, et je ne l'utiliserai pas. Et donc, ouais. je suis très heureuse, en tout cas, d'avoir fait ce podcast aujourd'hui avec toi, et Moi d'avoir pu aussi. entendre surtout bah, tout ce que tu avais à nous apprendre sur les couleurs, sur les symboles, les totems. Et Oui. j'espère vraiment que ça va toucher les personnes et qui vont comprendre que revenir à... Enfin, en tout cas, que de porter une couleur, parfois, ça dit quelque chose de nous-mêmes, en fait. Oui, et que ça nous génère une émotion, il faut l'écouter. Et écouter ses émotions, ça, c'est le plus Ouais, important, surtout. ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Julie? Sur Instagram, sur mon compte artisa.na, N-A, j'ai tout. Alors, c'est un gros fouillis, c'est normal, je suis en expérimentation, donc il y a de tout. Parce que j'ai plusieurs casquettes, j'ai la casquette artistique et la casquette coach. Donc, je parle de tout ça sur mon compte Insta. Sur mon site internet aussi, artisa-na.com, où je présente un peu plus en détail le coaching si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Bah, sur la partie artistique, je suis en train de développer des vêtements totems que je peins à la main aussi. Donc il y a beaucoup ça sur mon compte et je suis en train de voir comment le mettre aussi sur le site. Donc voilà, il y a principalement ces deux sources-là. Peut-être l'année prochaine aussi un podcast pour parler création et santé mentale. On verra, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Et je n'ai pas de lieu encore à moi, mais peut-être un jour, mais je donne des ateliers un peu partout au Pays Basque quand je trouve un lieu. Voilà. Et ça peut être à distance aussi? Et ça peut être à distance pour le coaching complètement. Ok, mais écoute, je te remercie pour ce podcast aujourd'hui et bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on remercie Julie d'avoir été avec nous et surtout, écoutez vos émotions et n'hésitez pas à aller pour les couleurs qui vous font du bien. C'est clair. Et bien, Merci beaucoup en tout cas, c'était très chouette. mais oui, merci à toi.